Selon Bloomberg, qui cite des représentants américains, Vladimir Poutine, justement, envisagerait non pas un moyen de mettre fin à la guerre, même au terme de négociations qui lui seraient favorables, mais bel et bien plutôt une escalade. C'est confirmé par Oleksiy Moukhin, qui est le directeur du Centre d'information politique de Moscou, qui fournit d'ailleurs des services de conseil à l'administration présidentielle russe. Il dit, regardez, l'objectif de Poutine est la victoire. Poutine risque désormais d'aller vers une escalade. Alors, ceci étant posé sur la table, Aurélien, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, une escalade? Parce que c'est pareil, ligne rouge, on l'a employé pas mal de fois, escalade aussi. Bon, à quoi peut-on s'attendre? Oui, il est clair que sur le plan militaire, quand on dit, par exemple, attention, la Russie pourrait escalader le conflit si on livre tel type d'armes, peut-être qu'ils vont faire envahir l'Ukraine, bombarder des civils, faire des massacres de type Boutcha, pardon, ils l'ont déjà fait. Donc on ne voit pas ce que Poutine pourrait faire de plus en termes d'escalade. En revanche, il y a ce qu'on appelait plutôt dans le jargon soviétique la désescalade par l'escalade, c'est-à-dire d'entrer dans une telle logique d'escalade qu'à la fin, ce sont ceux du camp d'en face, c'est-à-dire nous, qui pourraient être pris de peur et pousser les Ukrainiens à la négociation. On appelle ça aussi la stratégie du fou au fort. Ça paraît quand même peu probable à court terme. Ça pourrait advenir, par exemple, soit si la guerre devait encore s'éterniser 2 ans, soit, scénario aujourd'hui très improbable, si le front russe devait s'effondrer et que Poutine devait nous jouer le coup d'une crise de Cuba version Crimée. Le deuxième aspect est que dans la fuite en avant qui est celle de la société russe, on voit que le narratif du Kremlin est en train de changer. On n'est plus en train de présenter la guerre d'Ukraine comme une opération militaire spéciale, expéditionnaire, qui ne concerne personne et qui n'entre pas dans le quotidien des gens. Depuis les dernières semaines de la présidentielle, le Kremlin en est plutôt à vraiment mobiliser plus que jamais la société russe. On parle de plus en plus du terme de guerre, Voïna en lui-même, dans l'espace médiatique. Donc l'escalade, Poutine, elle commence déjà chez lui. Au plan opérationnel, ça peut vouloir dire, par exemple, d'aller encore plus loin, évidemment, dans la mobilisation. On parle de 30 000 hommes supplémentaires par mois, donc beaucoup, on va avoir une espérance de vie résiduelle. Et au plan industriel, ça pourrait vouloir dire aller encore plus loin dans l'économie de guerre. Pour terminer sur un chiffre, l'économie de guerre russe, l'effort de défense russe, c'est 7% du PIB. Nous, c'est moins de 2% du PIB, pour mettre les choses en perspective. Oui, on en est loin. Alors, vous parliez du terrain, juste quelques chiffres pour se remettre quand même en perspective sur ce qui s'est passé au mois de mars. Ce sont des chiffres donnés par Volodymyr Zelensky lui-même. Donc, 3 chiffres. 3000 bombes aériennes guidées qui ont été tirées par la Russie, rien qu'au mois de mars. 600 drones, 400 missiles. Alors, c'est difficile de se rendre compte, mais notamment en termes de bombes aériennes guidées, pour les envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, ils le constatent. Et notamment depuis début janvier, c'est entre autres ce qui a permis la prise d'Avdiivka par les Russes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question que vous avez abordée, Aurélien. Mais Lucas, que peut faire Vladimir Poutine de plus que ce qu'il... Voilà, c'est un lapsus révélateur, mais de plus que ce qu'il fait déjà. Les chiffres que vous venez de montrer et de donner sont absolument effarants. Et vous qui allez souvent en Ukraine, vous savez bien à quel point les Ukrainiens en souffrent au quotidien. Mais il peut encore augmenter cette capacité. C'est-à-dire que les réserves militaires russes en termes de bombes, de drones, de missiles, depuis que la Russie s'est mise complètement en économie de guerre, elle n'avait jamais vraiment cessé. Et on vient aussi, pardon de vous interrompre, mais des sanctions aussi qui ont du mal à se mettre en route. Oui, et puis des sanctions qui sont contournées de toute façon. Oui. Enfin, je veux dire, notamment notamment pour la partie fabrication d'armes. Et puis on sait qu'il y a eu des accords avec la Corée du Nord, non seulement en livraison d'armes, mais aussi en livraison d'hommes, de Nord-Coréens, qui sont allés dans des usines en Russie remplacer des ouvriers russes qu'on a eux-mêmes envoyés sur le front. Donc les capacités de la Russie sont absolument pas infinies, évidemment, mais on est loin ils peuvent encore augmenter cette capacité. Puis Aurélien, il faisait allusion. La vraie question maintenant que la présidentielle russe est passée, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que Poutine n'est plus en campagne électorale, mais il n'a jamais eu de grands doutes sur le fait qu'il allait gagner. Mais il peut aujourd'hui prendre des mesures encore plus impopulaires, donc mobiliser beaucoup plus d'hommes, envoyer beaucoup plus d'hommes sur le front russe. Et si c'est 30 000 hommes, une mobilisation de 30 000 hommes supplémentaires, c'est énorme. Quand en face, en Ukraine, cette question de la mobilisation n'est absolument pas tranchée. Il n'y a pas le même réservoir ne le sera pas dans les mois qui viennent. Alors, juste avant d'aller justement sur la mobilisation, il y a des chiffres très intéressants qui sont sortis grâce à l'Institut, au centre Levada, qui est encore l'un des derniers instituts de sondage plutôt crédible, voilà, plutôt fiable en Russie, même si c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait que de toute façon les Russes ont du mal à répondre. Juste, regardons ce que dit l'armée de l'air ukrainienne qui n'exclut pas de nouvelles attaques, mais y compris, c'est une petite parenthèse, mais depuis la Biélorussie et le porte-parole de l'armée de l'air, le nouveau porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, l'affirme aussi, il dit « Nous devons comprendre que l'aviation en tant que branche de l'armée est une partie très mobile de l'armée capable de se déplacer rapidement sur de longues distances. La Biélorussie a déjà permis à la Fédération de Russie
d'attaquer l'Ukraine depuis son territoire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons être prêts à toute action de l'ennemi, y compris une attaque contre les cibles aériennes de l'ennemi. Et en effet, quand on écoute le président biélorusse cette semaine, il y a de quoi avoir peur. Écoutez. Je le dis franchement, nous nous préparons à la guerre. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tout à fait vrai. Nous nous préparons à la guerre. Nous enseignons à nos hommes et à nos femmes. Nous les armons. Donc finalement, Vincent, ça pourrait être aussi une escalade qui vient du territoire ami biélorusse. Et on sait que c'est aussi une tactique pour permettre de fixer des troupes, c'est vrai, ukrainiennes à la frontière avec la Biélorussie. Mais tout de même. Oui, enfin, Loukachenko est comme toujours mu par le besoin impérieux d'exister et de n'être pas traité uniquement en vassal docile de Poutine. Bon, l'escalade, très bien. Eh bien donc, on apprend que Vladimir Poutine était pris d'alpinisme. Jusqu'à maintenant, ce qu'il a escaladé, c'est quand même le sommet du mépris de la souveraineté d'un pays voisin par la face Est. Méfions-nous quand même de l'illusion d'optique. Tout ce discours sur l'escalade, l'embrasement, l'enfièvrement du conflit ne doit pas nous faire oublier que la vraie stratégie russe, à mon sens en tout cas, est celle d'une guerre d'usure. C'est-à-dire que Poutine est persuadé que le temps travaille pour lui. C'est aux Occidentaux de lui montrer que ce postulat est erroné et que par ailleurs, même si ceci a un coût humain et matériel prohibitif, il a aussi les moyens de faire durer cette guerre. D'après les services de renseignement occidentaux, aujourd'hui, avec la mise en branle d'une véritable industrie de guerre, économie de guerre, à la différence de ce qui se joue à l'Ouest, eh bien, il peut tenir jusque 2027-2028 à ce rythme-là. Donc, méfions-nous, il y a là une sorte de jeu entre cette volonté permanente de saper la résolution des sociétés occidentales par la menace, mais aussi le fait de s'être installé dans la logique d'un conflit de longue durée. Et encore une fois, le choix stratégique de Poutine, c'est celui de la guerre d'usure. Aline ? De rappeler que ce que craignent très clairement les Ukrainiens, parce qu'ils n'ont de cesse par plusieurs canaux, de façon répétitive, ils ne savent plus comment le faire, de rappeler qu'il est question quand même, ce qu'ils redoutent, c'est une offensive majeure quand même entre mai et juin. Et ce qui se joue en ce moment, donc c'est les trous dans la raquette, si je puis me permettre, de la défense anti-aérienne. Donc il y a la question de l'usure, oui, mais enfin là il y a un contexte extrêmement particulier en raison du manque notamment de 5-7 systèmes patriotes qui permettraient quand même de sécuriser le ciel ukrainien, donc de pouvoir mieux se défendre aussi sur le front. Donc tout est lié, donc on vit quand même un espace-temps quand même très inquiétant. Donc les Ukrainiens arrivent quand même, et si je puis me permettre quand même, depuis 10 ans, en général, quand ils parlent de ce genre de choses, on se rend compte souvent un peu trop tard qu'ils avaient raison. Donc en fait, est annoncée cette offensive, en tout cas est redoutée cette offensive en mai-juin. Il est question de mobilisation en Russie. De toute façon, il y a à peu près 30 000 conscrits par mois qui arrivent. Donc ça fait quand même une masse significative qui permettrait d'engager des opérations. Et de rappeler qu'en ce moment, on assiste quand même de plus en plus de façon quotidienne au massacre de villes en direct, en mondiovision, de cités, dont la deuxième plus grosse ville d'Ukraine, sous nos yeux, qui est en train d'être ravagée. Donc il y a cette question d'espace-temps, il y a entre les promesses d'aide, les processus d'aide, les chaînes de production, en fait il y a un espace-temps où l'Ukraine en fait est extrêmement inquiète pour ses villes, pour son front et redoute, vraiment j'insiste, sur une offensive. Et d'ailleurs, parce que de toute façon là ce qu'on observe, c'est que le rythme des attaques et l'ampleur des attaques, ça accélère. Enfin c'est pas une vue de l'esprit, c'est une interprétation. C'est vrai. C'est extrêmement vrai. Et d'ailleurs, on rappelle juste sur la défense antiaérienne, je précise que Dimitro Kuleba, jeudi, en réunion avec les pays de l'OTAN, est parti à la chasse aux patriotes. Oui. Et là, on sait qu'actuellement, on est en train de compter tous les systèmes patriotes, pas seulement des alliés, mais des pays dans le monde qui seraient disposés, en tout cas, les donner. Enfin bon, les donner. Il n'a pas voulu gâcher la fête. Voilà, mais il n'a pas voulu gâcher la fête, mais quand même, on voudrait bien des patriotes. Mais c'est vrai qu'il leur manque en effet des systèmes de défense antiaérienne. Alors, Lucas, vous mentionniez la mobilisation. Je voudrais regarder ce chiffre de l'Institut, donc Levada, c'est un sondage qui a été réalisé au mois de mars, donc c'est vraiment tout récent. La question qui a été posée aux Russes est celle-ci. Selon vous, une deuxième vague de mobilisation partielle peut-elle survenir dans les 3 prochains mois ? 11% des Russes nous disent certainement.
37% nous disent plutôt oui. Ça veut dire quand même près de la moitié, 48%, qui disent qu'ils croient à la mobilisation. 25% plutôt non, 12% certainement pas. Et puis 15%, difficile de répondre. Les Ukrainiens aussi y croient. On rappelle Volodymyr Zelensky, ce qu'il a dit, sa déclaration, il y a de ça quelques jours, 300 000 nouveaux Russes qui vont être envoyés sur le front d'ici la mi-juin. Alors ça suppose une formation tout de même très rapide. Le Kremlin avait répondu par la voix de Dmitri Peskov, non, c'est pas vrai. Mais en même temps, Aurélien Duchesne, ils ont les ressources. Donc même question pour cette histoire de drone de 3300 km. Pourquoi eux, ils s'en prévraient finalement de mobiliser davantage la Russie ? Il y avait deux choses qui les retenaient d'aller trop loin dans la mobilisation. D'abord, en 2022, comme on l'avait vu avec l'exemple de la vague de mobilisation à l'automne, septembre 2022, où beaucoup de Russes, essentiellement des centaines de milliers de cerveaux, c'est-à-dire de jeunes qualifiés ouverts sur le monde, qui étaient vitaux pour des secteurs entiers de l'économie russe, avaient fui le pays. Donc le Kremlin avait peur, alors non pas évidemment de perdre des élections par exemple, de mécontenter la population, mais avait peur de provoquer un exil supplémentaire des cerveaux. Et l'autre chose qui retenait le Kremlin est que dans son narratif qu'il s'agissait là d'une guerre qui était encore une fois un conflit expéditionnaire, lointain, j'ai envie de dire, la guerre au Mali sous stéroïdes quelque part, il y avait la volonté d'épargner la population russe et de lui cacher l'ampleur qui était celle de la guerre. Maintenant que le narratif a changé, il y a d'une part donc le fait de cacher l'ampleur de la guerre, ça le Kremlin n'a plus besoin, et le fait, comme le disait Lucas, que les élections soient passées, ça aussi ça relève le dernier frein qui bloquait la mobilisation, une mobilisation supplémentaire en Russie. Je dirais qu'il y a en fait une dernière chose finalement qui peut retenir désormais Poutine de faire une mobilisation supplémentaire. Maintenant, encore une fois que l'obstacle électoral est passé, c'est que pour l'économie de guerre, il y aurait à peu près 4 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie de défense russe et à peu près 2 millions de personnes qui en vivent à peu près directement, c'est quand même extrêmement large. Eh bien, il y a besoin de personnel qualifié, de cerveaux, etc. C'est ça peut-être la dernière chose qui retient le Kremlin, dans un pays qui a 2%, 3% de chômage au maximum, d'aller plus loin dans la mobilisation. Mais ça, j'y crois pas trop. Lucas, si deuxième mobilisation partielle il y a, sachant que la première en fait ne s'est jamais vraiment terminée, puisqu'il n'y a jamais eu de décret annonçant la fin de la première mobilisation partielle, est-ce que ça voudrait dire aussi un nouvel exode comme celui qu'on a connu à l'automne 2022, ou bien est-ce que la population aujourd'hui qui est restée en automne 2022 restera aussi pour cette deuxième mobilisation ? Une volonté d'exode, c'est possible. La possibilité de le faire, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'en 2022. C'est-à-dire qu'au moment, vous faites allusion, quand beaucoup de jeunes Russes, et effectivement de Russes qualifiés, de milieux plutôt intellectuels, ont fui notamment vers la Géorgie, ont réussi à passer la frontière géorgienne et pour s'installer très nombreux là-bas. Aujourd'hui, les Russes doivent être beaucoup mieux préparés à ça, notamment sur leurs frontières, interdiction de circuler. Il est très difficile aujourd'hui pour un Russe, quel qu'il soit, de circuler à l'étranger. Pas seulement parce qu'ils sont pas bienvenus dans un certain nombre de pays, mais surtout parce qu'on les empêche de partir du pays. Ouais. Donc je veux dire, en 2 ans, la Russie s'est largement organisée pour empêcher cette fuite de cerveau dont Aurélien parlait. Et j'imagine que pour beaucoup de jeunes Russes aujourd'hui, la perspective de cette mobilisation, si elle a lieu de cette nouvelle mobilisation, doit être absolument terrifiante. Parce que ceux qui n'ont pas réussi à quitter le pays en 2022 ou 2023 vont avoir beaucoup plus de mal à le faire aujourd'hui. Je crois effectivement que le dispositif coercitif de contrôle a été sévèrement rehaussé. On a serré les boulons et que précisément, il pouvait y avoir cette idée au tout début de l'agression de l'Ukraine qu'au fond, ceux qui veulent partir étaient perdus pour la cause. Oui. C'était des jeunes qui étaient de toute façon déjà contaminés par les perversions occidentales. On n'en est plus là aujourd'hui. Et puis, deuxième remarque aussi, je pense qu'on peut continuer d'écarter, en tout cas c'est ce que la plupart des analystes font, la mobilisation générale qui reste quand même une sorte de hantise. C'est-à-dire que même s'il y a eu le triomphe romain électoral, eh bien, l'idée d'une mobilisation générale reste impopulaire. Et donc, on va rester dans une logique de crypto-mobilisation, de mobilisation perlée. J'ajoute que les conscriptions semestrielles, c'est quand même à chaque fois entre 100 et 150 000 jeunes qui passent sous les drapeaux. Et qu'on a beaucoup parlé de la question de l'âge limite en Ukraine, mais n'oublions pas qu'en juillet 2023, la Douma a adopté une loi qui a porté l'âge de 27 à 30 ans, l'âge limite, et que donc les calculs de l'époque, c'était que ça dégageait un potentiel en termes d'effectifs d'1,5 million de combattants à l'horizon fin 2025. Donc encore une fois, il y a la volonté politique, le prix à payer en termes d'image, et la question de savoir si vraiment on en a besoin.
Aline, et après on part à Tchassivir. Juste d'ajouter, il ne faudrait pas non plus être dans le déni aussi des millions de Russes qui soutiennent la guerre de Poutine, même si, dans une moindre proportion, les jeunes, ils sont quand même des millions à vouloir aller tuer des Ukrainiens et à vouloir détruire l'OTAN et l'Occident et nos valeurs. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et de surcroît, en ce moment, post-contexte attentat de Moscou, il y a une propagande qui tourne à plein tube et en fait, ce qu'on entend, ce qu'on écoute et ce qu'on lit, c'est quand même ce désir de vengeance parce que le Kremlin a instrumentalisé et explique, et évidemment c'est faux, que l'Ukraine serait commanditaire de cet attentat. Donc il y a ça aussi qui amène une mobilisation et des jeunes aussi à s'engager et qui veulent aller sur le front tuer des Ukrainiens. Il ne faut pas sous-estimer cette lame de fond-là et cette haine-là qui est en train de se jouer en Russie.